Alors, je viens de terminer de tourner cette vidéo. Chose à savoir, c'est que vous risquez d'être complètement paumé dans cette actual play. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Ironthorn, qui va vous expliquer un peu plus le concept du truc et un peu comment fonctionnent les règles. Au cours de l'actual play, là on va faire une session 0. Au cours de l'actual play, j'expliquerai un peu des mécaniques. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu la mécanique du vœu, qui est la mécanique principale d'Ironthorn. Au fur et à mesure, je vous expliquerai les trucs quand je m'en servirai. Mais pour une meilleure compréhension, je vous invite quand même à aller voir la vidéo où j'explique ce qu'est Ironthorn, etc. Sur ce, je vous dis bonne vidéo, on va commencer. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Je parle tout bas car nous sommes le soir. Soirée ASMR ici. Voilà, on va faire la session 0 de Ironthorn. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et on va faire un petit let's play, je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas si ça va me plaire. Bon, je pense que ça va me plaire, j'ai apprécié jouer. Après le faire en étant filmé, on va voir. Je ne sais pas si c'est un format qui va intéresser beaucoup de monde, mais ça va être mon petit plaisir et mon péché mignon. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser Roll20. Donc j'ai dessiné un petit bonhomme rigolo, juste pour avoir un petit logo un peu. Et j'ai fait une carte. Donc je vais vous montrer, en fait, j'ai tout simplement repris la carte d'Ironsworn, et je l'ai personnalisée. Nous voici dans le livre Ironthorn que vous pouvez trouver gratuitement sur les internets. Et voilà, ça c'est le monde dans lequel on va jouer, c'est cette carte. Donc vous voyez, ici elle est un peu grisée, on détermine juste les zones, les différentes régions. Je me la suis refaite à ma sauce. J'ai refait ça avec Incarnate. J'ai gardé les numérotations, donc voici les terres de fer. Ici, je me suis fait une petite légende. Donc ici, nous avons les îles barrières. Ici, nous avons la côte déchirée qui longe toute la côte ouest avec ses falaises abruptes. Puis nous montons, excusez-moi, en altitude pour atteindre les sylves profondes d'une forêt impénétrable, sombre et mystérieuse. Nous trouvons ensuite les terres inondées, marécages. Puis les arbres, des terres cultivables, parcourues de rivières, qui sont plus propices à la vie humaine. Enfin, nous trouvons l'arrière-pays. Vous voyez que la côte est, je l'ai pas faite en falaise, alors il faut imaginer qu'il y a peut-être des falaises, mais c'est pour symboliser que c'est quand même plus bas en altitude, j'ai considéré. Ainsi, l'eau s'écoule et va se jeter dans la mer. Peut-être que pour être parfaitement réaliste, il aurait fallu qu'elle s'écoule ici, je n'en sais rien. Donc ici c'est l'arrière-pays, c'est des petites collines boisées. Ensuite on trouve, heureusement que j'ai ma petite légende, les collines des tempêtes. Donc des collines qui sont un peu plus décharnées, battues par le vent. Les arbres sont couchés, souvent morts. On y trouve des mines, puis les montagnes voilées, perpétuellement couvertes par la brume, dans lesquelles serpentent quelques rivières, d'endroits labyrinthiques parcourus par des géants peut-être. Et ici, le désert brisé. J'ai rajouté une petite sorte de petite banquise un peu dégueulasse qui se craquelle. Donc voilà, je me suis fait une petite map, je me suis fait un petit setup. À savoir que ça va être difficile de rendre visuel ce format, parce que mine de rien, c'est juste moi qui joue tout seul à un jeu de rôle, donc je vais essayer de vous raconter ça, que ce soit cool. Et puis on essaiera de l'améliorer au fur et à mesure. Peut-être que vous aurez des idées, peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, voudront faire des dessins ou auront des conseils, j'en sais rien. Vous me direz. En tout cas, ce soir, on va faire une session 0. Donc en fait, dans Ironthorn, je pense qu'il faut faire une petite session 0 pour se préparer. Ça va prendre du temps, je pense qu'il va y avoir pas mal de montage, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir un... Alors là, j'ai une feuille de personnage. Comme vous pouvez le voir, le nom est temporaire, on va trouver un nom un peu plus cool pour notre personnage. Tac, ici ce sera notre feuille de personnage. Donc je pourrais comme ça vous expliquer un petit peu les mécaniques au fur et à mesure que je joue. Plus les parties avanceront, moins je prendrai le temps de décrire les mécaniques. Donc c'est une sorte d'actual play, hein, mais bon. Donc on trouvera un meilleur nom tout à l'heure. On consultera peut-être les oracles pour ça. Les oracles qui sont des tables aléatoires. À savoir que ici, j'ai Ironthorn. Donc j'ai les oracles d'Ironthorn, les assets d'Ironthorn. Donc les assets, c'est les talents, c'est un peu les trucs qui caractérisent le personnage. J'ai aussi ceux de Delve, donc l'extension, qui ont été implantés sur Roll20. Franchement, la feuille est ouf, si vous maîtrisez légèrement l'anglais.
Vous pouvez vous lancer dans l'aventure facilement. Les règles en français sont accessibles sur internet gratuitement, les règles en anglais aussi, donc vous pouvez vous faire plaisir si cette petite vidéo vous inspire. Et donc avant de commencer à jouer, il va falloir créer notre personnage, mais avant de créer notre personnage, on va choisir des vérités. Les vérités de nos îles de fer. Parce que ce qui est certain, c'est que nos îles de fer, c'est une terre de refuge pour un peuple qui a fui le vieux monde, un continent dévasté. On va déterminer par quoi pendant cette session 0. Reste à déterminer si ces terres de fer sont habitées, etc. Le jeu vous propose des options, à chaque fois 3 options pour chacune des vérités qu'on va voir juste après. Et bien sûr, vous pouvez customiser comme vous voulez. D'ailleurs, moi, je me suis un peu intéressé à toutes les extensions possibles. Alors, j'en ai pris trop pour mon niveau. Je connais pas encore assez bien le jeu pour toutes les implémenter et faire un mélange parfait. Donc on va rester sur des trucs assez basiques, mais je vais quand même utiliser peut-être des oracles supplémentaires. Donc ça va être plus difficile de rendre ça visuel, surtout qu'ils sont pas supportés par la feuille de base de Roll20, mais on va essayer. En attendant, on va passer sur le bouquin et regarder les vérités qu'on nous demande de choisir. Donc nous y voilà, c'est parti. La prochaine fois, je tournerai en plein jour, comme ça je serai pas obligé de chuchoter. J'espère que ce sera audible. On va essayer de faire un truc avec le son, mais... Alors, vos vérités. Pour chaque catégorie dans cette section, choisissez l'une des 3 options proposées et faites-en une vérité. J'ai plusieurs inspirations que j'ai utilisées. Donc il va y avoir Simbarum, le jeu de Prialigan, que j'aime beaucoup. Il va y avoir très certainement aussi The Last Kingdom, une série Netflix que j'aime bien. Et puis tout simplement la réserve d'images que j'ai en tête. Si j'ai d'autres inspirations qui me viennent comme évidence pendant la session 0, j'essaierai de vous dire, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête. Donc certains choix dans une catégorie peuvent contredire un choix fait dans une autre, mais vous êtes libre de plier, de détourner ces options pour les adapter à votre version personnelle, etc., etc. Donc voilà, ne vous souciez pas de compléter tous les détails de votre monde avant de commencer à jouer. Laissez le champ libre à l'inspiration et aux surprises. En cours de partie, complétez les blancs pour approfondir votre récit et votre monde. Vous pourriez même découvrir au fil du jeu que certains de vos choix qui reflètent le savoir populaire de votre peuple ne reflètent finalement pas la vérité absolue. Et c'est à ça qu'on servira les oracles au fur et à mesure de la partie, c'est à nous révéler si oui ou non, finalement, on sait vraiment des choses sur cet univers. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on va poser des bases, mais en fait, l'univers, on va le découvrir comme si on était un joueur de jeu de rôle. C'est ça le jeu solo. Et c'est ça aussi l'utilisation des oracles. Le vieux monde, les clans sauvages. Donc là, on a 3 options. Donc on peut choisir les clans sauvages connus sous le nom de Skuld ont envahi le royaume du vieux monde. Nos armées leur succombèrent, la plupart furent tués ou réduits en esclavage. Deuxième option. Le fléau se répandit, telle une horrible vague à travers tout le vieux monde, tuant tous ceux qui trouvaient sur son passage. Des milliers de personnes s'enfuirent à bord de navires, mais la peste ne pouvait pas être distancée. Le vieux monde ne pouvait plus nous nourrir. Troisième option. Nous étions devenus bien trop nombreux. Nous avions abattu toutes les forêts. Nos champs se flétrissaient dans un sol stérile. Les cités et les villages débordaient de personnes désespérées et affamées. J'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je voulais en amont de la vidéo, évidemment. Moi, je pense qu'il va y avoir eu plusieurs vagues de migration dans les terres de fer. Vous allez voir que dans les vérités suivantes, on a des opportunités pour ça. Là, ce qui est de cette vérité-là, c'est plutôt la dernière vague. Donc, la dernière vague, je pense que ça va être une combinaison d'un peuple qui a été affamé après une guerre avec des envahisseurs qui sont des Skulds. Et donc, dans la dernière vague d'arrivants sur les terres de fer, on va trouver à la fois des Skulds et à la fois des habitants du vieux monde. Vieux monde qu'on pourrait appeler, ou tout du moins les habitants du vieux monde qu'on pourrait appeler des continentaux, tout simplement. On va pas s'ennuyer. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs ethnies, etc. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une guerre, une invasion. Les royaumes solides, les empires qu'il pouvait y avoir dans le continent se sont effrités, un peu comme après les invasions lors du haut Moyen-Âge, etc. Que du coup, les ressources se sont raréfiées. Certainement, peut-être qu'une petite touche de magie noire s'est mêlée à tout ça pour gagner la guerre. Enfin, les deux camps pour prendre l'ascendant, utiliser de la magie noire qui a corrompu leur terre, etc. Un peu comme dans Simbarum. Et c'est donc pour ça que on voit des navires arriver du vieux continent sur les terres de fer depuis à peu près 2 générations. C'est ça que me propose le jeu. Donc je vais noter ça dans un petit document que je vais mettre sur Roll20. La fin a poussé des groupes d'aventuriers téméraires à traverser la mer des fous. Donc la mer des fous, je vous montre. C'est un endroit que j'ai déjà déterminé, j'ai donné un peu un nom à certains endroits. Donc là, t'as la mer des fous, et là, t'as le vieux monde, et il y a des gens qui arrivent comme ça. Depuis quelques décennies déjà. Donc les premiers aventuriers redécouvrir les terres de fer, parce que
finalement elles ont déjà été découvertes, il y a déjà pu avoir des petits voyages, etc. Mais c'est juste que la mer des fous, on l'appelle ainsi parce que c'est très difficile de la traverser. Il y a des tempêtes, etc. Elle était déjà un petit peu connue pour être une terre sauvage, une terre sombre, dangereuse. Donc certains redécouvrirent les terres de fer et d'autres ne tardèrent pas à suivre parce que finalement c'était peut-être leur meilleur espoir. Puis au fur et à mesure qu'il y a eu des aventuriers, etc., les royaumes un petit peu plus puissants, etc., ont dû s'intéresser au truc et suivre. On va passer à notre deuxième vérité. Notre deuxième vérité, c'est le fer. Le fer, c'est important dans Ironthorn. On jure sur le fer, donc il y a une valeur symbolique. On jure sur le fer quand on fait un serment. C'est comme ça qu'on déclenche des quêtes dans le jeu. C'est aussi en accomplissant ce genre de quête qu'on gagne de l'expérience. Et donc le fer, c'est quelque chose d'important. Il faut déterminer un petit peu son rôle. On a 3 choix proposés par le jeu. Les imposantes collines et montagnes des terres de fer sont riches en minerais de fer. Le plus prisé d'entre eux est le fer noir, métal étoile. Pourquoi pas. Deuxième option, le climat est maussade. La pluie et le vent marin rentrent loin dans les terres. Les hivers sont longs et mordants. L'un des premiers colons fit ce triste constat. Seuls ceux qui sont faits de fer oseraient vivre en ce lieu infâme. Et c'est ainsi que ces terres reçurent leur nom. Dernière option un petit peu plus mystique. De mystérieux piliers de métal sont dispersés dans le paysage, de couleur gris-fer. Ils sont aussi lisses que les galets d'une rivière. Personne ne connaît leur fonction. Certains affirment qu'ils sont aussi anciens que le monde lui-même. Personnellement ici, je pense que je vais choisir la troisième option. Pourquoi me direz-vous? Eh bien une fois de plus, parce que je m'inspire de Symbaroum pour le côté mystique de mon univers. Et j'ai envie que dans les terres de fer, en fait, il y ait eu une civilisation humaine décadente. Moi, je veux qu'il y ait des piliers de métal, d'un métal lisse, indestructible, noir, qui parcourt la lande. Il va y avoir des prêtres du fer noir, donc un peu maléfiques, qui vont vénérer ces endroits, mais la plupart des gens les craignent. En fait, ces stèles, je pense, on va voir, parce que ce sera pas ça, témoignent de l'existence d'un ancien royaume ou même empire qui se serait effondré, mais il y a de cela des éons. Il y aurait quelque chose de magique, de maléfique autour de ces stèles. Vérité suivante, les héritages. Donc les héritages, c'est qui a déjà vécu sur les terres de fer, etc. Donc là, il nous propose 3 options. Nous sommes les premiers humains à arpenter ces terres. Là, c'est vraiment les terres vierges. Alors, premiers humains, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'autres races civilisées, etc. Ensuite, il y a longtemps de cela, d'autres humains ont navigué jusqu'ici depuis le vieux monde, mais tout ce qu'il reste d'eux, c'est un peuple de sauvages et sanguinaires, que nous appelons les brisés. Est-ce aussi notre sort que de devenir comme eux? Donc moi, ce que je vais choisir... Ah, il reste une troisième option. On va quand même la lire. Avant les peuples du fer, avant même les premiers nés, un autre peuple vivait ici. Leurs ruines antiques se retrouvent dans toutes les terres de fer. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que, en fait, personne ne sait vraiment qui sont les habitants originaires des terres de fer. Les continentaux, qui sont culturellement centrés sur eux-mêmes, en fait, pour la plupart, en tout cas dans notre époque, dans l'époque contemporaine du jeu, pensent que les habitants des terres de fer sont sûrement des ancêtres à eux qui seraient venus explorer les terres de fer et qui sauraient retourner à la nature, je n'en sais rien. Les gens qui habitent sur les terres de fer avant que les continentaux n'arrivent ont peut-être eux-mêmes oublié leurs origines. Mais ce qui est certain, c'est que quand les gens arrivent sur les terres de fer, il y a déjà des habitants qui sont répartis en plusieurs clans, plusieurs ethnies qui s'affrontent ou non. J'avais pensé à des sortes de vikings, tout simplement dans les îles qui vont faire des raids, tout simplement parce que c'est cool. Et je pense qu'en fait c'est un mélange des deux théories. Il va y avoir des gens qui vivent dans les terres de fer depuis très très longtemps. Peut-être finalement des descendants de la sorte d'empire, de royaume décadent dont on parlait juste avant. Il va y avoir des gens arrivés un petit peu plus tôt, ou plutôt plus récemment. Et tout ça va faire un joyeux mélange, chacun prétendant que ses origines sont telles ou telles. J'ai envie qu'il y ait une variété en fait. Donc ça on détaillera un petit peu pendant la partie, je pense. Ensuite, les communautés. Nous sommes bien trop peu sur ces terres maudites. Nombre d'entre nous n'auront jamais de contact avec quiconque en dehors de notre ferme ou de notre village. Les étrangers sont donc considérés avec une profonde suspicion. Nous vivons au sein de communautés, deuxième option, appelées cercles. Ce sont des colonies allant de la taille d'une ferme abritant quelques familles jusqu'à des villages pouvant en compter plusieurs centaines. Certains cercles appartiennent à des peuples nomades, d'autres cercles, plus puissants, regroupent plusieurs hameaux. Commerçons et parfois bataillons avec les autres cercles. Nous avons forgé les terres de fer, troisième option, pour en faire notre demeure. Les villages situés dans les havres sont reliés par des routes bien entretenues. Les caravanes de marchands se déplacent entre les différentes colonies réparties dans les havres et les autres régions périphériques. Une fois de plus, je pense que je vais partir sur un mix de tout ça. Ce sera plus intéressant. Alors moi j'avais pensé à ce que... Donc sur ces petites îles ici,
les îles barrières, il y a plein de petits clans, etc., de raiders en bateau, etc., qui vont sûrement intercepter d'ailleurs les nouveaux arrivants du vieux monde. Ici, j'avais pensé le long de la côte à quelques forteresses assez bien entretenues, donc de communautés guerrières qui cultivent un petit peu les terres assez difficiles à cultiver de la côte déchirée. La forêt, j'ai envie qu'elle soit mystérieuse et que ce soit plutôt des tribus éparses qui très rarement s'installent à côté et généralement vont être des animistes assez proches des premiers-nés, dont on va parler plus tard. Ou peut-être ceux qui sont un peu plus loin de la forêt sont un petit peu plus pragmatiques, même s'ils vont avoir leurs croyances propres. Dans le marais, il va y avoir quelques tribus également éparses qui arrivent à survivre. Et dans les Havres, effectivement, j'avais pensé à de nombreux villages qui font parfois des alliances grâce au mariage, grâce au commerce, etc. Puis plus on remonte, et plus, une fois de plus, les tribus sont éparses, etc. Et il y a moins en moins de monde. Après, il y a des traces d'une civilisation ancienne véritablement partout. Très certainement qu'à un moment donné, le continent dans son ensemble a été beaucoup plus accueillant. Et pour ce qui est des nouveaux arrivants, où est-ce qu'ils se sont installés depuis 50 ans, 60 ans, on va dire, eh ben, ils vont sûrement avoir essayé dans un premier temps d'éviter ces îles, et donc les premières vagues seront arrivées ici directement. Et donc ici, il risque d'y avoir une sorte de mixité culturelle entre les clans de la côte et les nouveaux arrivants, les continentaux. Et je pense que les continentaux, ils vont avoir une religion différente et les deux vont commencer à se mixer. Et puis quand ils ont exploré un peu via la terre et quand ils ont commencé à mieux connaître les routes maritimes, les continentaux de la deuxième, troisième vague, ils sont pas arrivés ici parce que c'était déjà pris, entre guillemets. Et donc ils ont sûrement réussi à contourner les pillards qui lui barraient la route aux premières vagues et à s'installer un petit peu plus dans le marais, un petit peu plus sur cette sorte de petite presqu'île, de petite avancée dans la mer. Et les plus ambitieux ont vite compris que le minerai se trouvait principalement dans cette zone. Donc je pense qu'ici il va y avoir pas mal un peu des expéditions qui viennent chercher le minerai, etc. Et l'éventuel conflit du coup avec les tribus qui se trouvent ici et qui n'ont eu aucun contact avec les continentaux pendant les 30 premières années où les continentaux sont arrivés, puisqu'ils se sont concentrés sur le bas des terres de fer. Donc la confrontation entre les continentaux et les habitants des terres de fer se fait principalement ici à l'époque à l'époque contemporaine à laquelle j'imagine l'univers actuellement en train de faire ma session 0. Je sais pas encore exactement à quelle époque je vais jouer, peut-être que justement je vais faire une partie genre où il y a les premiers continentaux qui arrivent, je sais pas. En fait, toute cette session 0, j'ai envie de l'exploiter pas mal, et éventuellement jouer à différentes époques et petit à petit construire mes terres de fer avec plusieurs personnages sur plusieurs générations, etc. Donc si ça vous plaît, vous pourrez peut-être assister à ça. Si ça vous plaît pas, je le ferai dans mon coin, quoi. Voilà, revenons-en à nos vérités. Voilà, pour les communautés, on ratisse large. On arrive aux meneurs. Alors les meneurs. Les façons de gouverner sont aussi variées que les peuples. Certaines communautés sont dirigées par le chef d'une puissante famille, ou par un conseil des anciens qui prend les décisions et juge les litiges. Chez d'autres, les prêtres ont une autorité morale. Dans certaines, ce sont les duels au milieu du cercle qui décident de tout. Je pense qu'il va y avoir tout simplement un mix. On va quand même regarder toutes les options. Chacune de nos communautés possède son propre meneur appelé le Jarl. Et finalement, de nombreux chefs de clans sont à la tête de petits domaines, la plupart d'entre eux ambitionnent d'être couronnés rois de toute la région. Leurs querelles causeront notre perte. Moi je pars sur la carte de la variété culturelle, etc. de l'endroit. On est un peu de tout. Mais je pense que la majorité, des clans originaires des Terres de Fer ont un Jarl, qui peut être assisté par des voyants, etc. D'ailleurs, un Jarl qui pourrait être une femme ou un homme, peu importe, et qui a donc ses conseillers, etc. Peut-être des prêtres et tout, ça va dépendre des cercles, mais c'est un peu une sorte d'unité institutionnelle qui permet aux différents cercles de mieux se comprendre, d'avoir une sorte d'étalon politique. Mais ça, c'est le cas pour les plus gros cercles. Et en fait, les petites tribus éparses, elles, vont avoir tendance à avoir des coutumes différentes, ce qui fait que même au sein des terres de fer, entre un cercle et une toute petite communauté en bord par exemple de la forêt des Sylbes, il va y avoir des grosses différences et des incompréhensions, peut-être des conflits. Les habitants des cercles appelant plutôt ceux qui habitent près des Sylves, etc., dans les zones plus sauvages, les brisés, donc c'est le terme qu'on nous proposait un peu plus tôt,
Et les brisés, je pense qu'ils vont être craints, respectés, mal considérés. Enfin, ils sont un peu étranges, ils sont un peu excentriques, un peu exotiques pour tout le monde. Et en fait, je pense, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, que ce sont des gens qui sont vraiment retournés à la nature pour éviter de reproduire les erreurs de la civilisation originaire des Terres de Fer, liées aux stèles, etc. Qui auraient utilisé une magie noire et qui, en développant trop ces civilisations, auraient fait tomber un mal sur la région. Voilà. Et concernant les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants, ils avaient... Alors, c'est sûrement, je pense, à l'époque contemporaine à laquelle je m'imagine le truc, plutôt des explorateurs, etc., qui sont envoyés par différentes couronnes du vieux continent, mais ils n'ont pas encore de véritable pouvoir politique assis sur place. Et avec les décalages entre les différentes vagues d'arrivants, eh bien, ils se détachent un petit peu justement des institutions et de la culture de leur terre d'origine, mais peut-être qu'il va y avoir une grande armée envoyée par un roi, etc., à un moment donné. Et puis ils ont toujours ces liens un peu au niveau spirituel, au niveau de leurs coutumes, qui font que si, par exemple, il y avait un chef militaire qui se décidait à conquérir les terres de fer, il pourrait facilement rassembler de nombreux continentaux qui sont déjà arrivés sur le continent sous sa bannière en leur promettant fortune et terre, et éventuellement vouloir créer un royaume finalement. Je suis d'accord avec vous, là vous devez vous dire que j'utilise pas du tout les options, les vérités qui sont proposées, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Nouvelle vérité. On va la passer rapidement, du coup, elle aussi, parce que je vais choisir la carte de la variété. Donc c'est les défenses. Donc ça peut aller de... Les ressources sont trop précieuses et le territoire bien trop dépeuplé pour soutenir la création d'une force armée, donc ce sera... Il va pas vraiment y avoir de soldats, mais seulement des guerriers. Bon, la différence entre des soldats et des guerriers, c'est que les soldats, ils sont payés, ils ont une solde, donc c'est des professionnels. Alors que les guerriers, c'est juste des gens qui se battent, quoi. Donc après, on peut avoir les gardiens sont nos soldats, voilà. Et puis après, il peut y avoir nos troupes se sont ralliées pour frapper l'ennemi et pour défendre notre territoire, donc des grandes armées et tout. Donc je pense qu'on est plutôt entre les deux premières options, qu'il n'y a pas encore de grande armée, et que ça pourrait être un élément, un truc déclencheur qui va faire basculer l'histoire des Terres de Fer. Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur soit des fermiers qui savent se battre, ou alors des bandes de mercenaires. Le mysticisme. Certains parviennent à trouver du réconfort dans les traditions, ils font appel à des mystiques, on leur demande de mener à bien des rituels censés leur assurer des récoltes abondantes, d'autres agissent par superstition envers ceux qu'ils estiment avoir des pouvoirs. Toutefois, la plupart estiment que la véritable magie, si elle a bien existé, est désormais perdue à jamais. La magie est rare et dangereuse, mais les quelques élus à posséder le don sont redoutablement doués. Où finalement la magie irrigue ces terres comme les torrents qui dévalent les collines, son pouvoir s'offre à ceux qui choisissent de la dompter, la plupart des colons sont en connaissance d'un ou deux rituels utiles. Alors, comment j'interprète ça moi? C'est toujours un peu compliqué la magie. Moi j'imagine le truc en mode, la magie est relativement rare, en tout cas ceux qui savent s'en servir, elle est rarement spectaculaire, on n'en voit pas tous les jours, mais pourtant elle imprègne absolument tout. C'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'elle existe, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et en fonction des religions, on l'explique de manière différente. Globalement, elle est liée à la religion. Je pense que les gens pensent que c'est un don des dieux lorsque quelqu'un sait s'en servir véritablement. Je pense qu'il y a des endroits, des sites où la magie est plus forte, et que globalement, elle est assez discrète. On fait des petits rituels, etc. De toute façon, les sorts dans Ironsorn, les sorts que vous pouvez avoir ne sont pas spectaculaires avec les règles de base. Je pense que je vais laisser une couche de mystère là-dessus. Je me mets à la place d'un mec contemporain à mon univers. Il sait très peu de choses sur la magie. Il sait que certaines personnes dans son village ont des dons particuliers, etc. Il sait qu'elle se cache un peu partout dans la nature. Et il sait aussi qu'elle est dangereuse et qu'elle a pu causer la perte finalement de la civilisation dont on a parlé là. Parce que les stèles, quand on s'en approche, on ressent leur aura maléfique, etc. Ensuite, on arrive sur la religion. Quelques-uns des peuples de fer se signent toujours en marmonnant des prières par habitude ou par tradition, et la plupart estiment que les dieux les ont depuis longtemps abandonnés. Deuxième option, le peuple honore les anciens dieux comme les nouveaux. En ces terres impitoyables, une prière est un simple mais puissant réconfort. Et dernier truc, nos dieux sont nombreux. Ils se manifestent par des apparitions et des miracles. Certains disent même qu'ils marquent parmi nous. Les prêtres se font le relais de la volonté des dieux et exercent une autorité morale sur de nombreuses communautés. On est plutôt sur la deuxième option, je pense. C'est-à-dire que moi, j'imagine des gens
un peu animiste qui vénère des bêtes gigantesques, comme dans Princesse Mononoke un petit peu. Les dieux sont partout dans la nature, dans les terres de fer, ce qui n'était pas forcément le cas sur le vieux continent. Et dans le vieux continent, on vénère des concepts philosophiques plus comme par exemple un dieu de la justice, un dieu de la lumière, etc. Donc une sorte de panthéon un peu moins palpable. Et effectivement, les prêtres, parfois, leur pouvoir se manifeste, mais certains vont considérer que c'est de la magie, d'autres que c'est des miracles, des dons de leur dieu. L'interprétation est assez floue. Et je pense qu'il y aura notamment des prêtres sombres, des sortes de sorciers qui vénèrent le fer noir, etc. Qu'en gros, on est sur un peu des... Je sais pas trop si c'est le bon terme, mais des religions un peu païennes et locales. C'est-à-dire où on vénère tout ce qui nous entoure, etc. Donc un gros mix, une fois de plus. Hein. Vous allez me dire, je fais pas beaucoup de choix. C'est parce que j'aime bien avoir de la liberté pour la suite de la partie. Troisième option. Enfin, vérité supplémentaire. Les premiers-nés. Les premiers-nés sont passés dans la légende. Certains disent que les derniers descendants des anciennes tribus vivent toujours dans les profondes forêts ou sur les plus hautes montagnes. La plupart estiment qu'ils ne sont rien d'autre que des mythes. Les premiers-nés, c'est des elfes, des nains, ce genre de trucs, des géants, des trolls. Deuxième option, les premiers-nés vivent en autarcie et protègent jalousement leur territoire. Troisième option, les premiers-nés dominent les terres de fer. Je pense que, globalement, la plupart des gens n'ont quasiment pas vu, sauf quand on commence à s'aventurer dans certaines régions, à savoir les sylves profondes, les gens qui sont déjà aventurés là-bas, sûrement vu des elfes, etc. Quand on commence à aller dans les montagnes ici, il y a des géants et tout. Donc sûrement que les gens qui vivent sur le territoire, eux, sont parfaitement conscients qu'il y a des petites communautés de premiers-nés, mais que les nouveaux arrivants, les continentaux, auront un peu plus de mal à les croire tant qu'ils les auront pas vus, même s'il peut y avoir des manifestations de ceci. Par exemple des statues, des trucs comme ça. Ok, hop. Les bêtes. Alors les bêtes, c'est des bêtes primales. Donc ça peut être des légendes, ça peut être des bêtes monstrueuses qui rôdent dans les territoires sauvages, ça peut être des bêtes de toutes sortes qui sont même qui attaquent les caravanes, voire les villages, etc. C'est un petit peu pareil que les premiers-nés. Pour moi, ils sont un peu liés. C'est des créatures anciennes comme les premiers-nés. Du coup, en fonction de la région où on se trouve, on va en voir plus ou moins facilement. Et je pense que c'est ces bêtes qui vont être vues comme des divinités par beaucoup de clans, etc. Et qu'ils vont être plus ou moins agressifs en fonction si on entre dans leur territoire ou pas. Par exemple, la forêt des sylphes, il y a peu de chances que des gens entrent dans les profondeurs de la forêt des sylphes, du coup les créatures qui sont à l'intérieur vont pas être trop agressives, en tout cas dans la période contemporaine, comme je dis à chaque fois. Alors que dans les collines et tout, peut-être qu'il va y avoir un ours géant qui attaque les gens qui essaient d'accéder aux montagnes, ou alors une meute de loups. Moi j'aime bien le côté Princesse Mononoke où ils vont avoir un affrontement entre l'homme, une sorte de force primordiale et sauvage des terres de fer. Ni l'une ni l'autre ont vraiment raison, parce que les humains, ils ont besoin de cette civilisation pour survivre. Ils ont besoin de ce bois, de ce minerai, etc., des outils et tout. Mais comme, par le passé, les humains des terres de fer ont créé une civilisation décadente, qui a attiré le mal du troisième monde, les ténèbres, très certainement que les créatures primordiales et les premiers-nés voient d'un assez mauvais œil que les humains recommencent à faire les mêmes erreurs, parce que tout simplement ils ont la mémoire assez courte, et surtout, même si on l'a pas vraiment déterminé, c'est peut-être même pas les mêmes humains, donc ils peuvent pas vraiment savoir connaître les erreurs des civilisations précédentes. Peut-être que ça pourrait être un arc à développer, la découverte de cette civilisation ancienne, et pour justement peut-être voir les erreurs qu'elle a faites et essayer d'arrêter d'éviter que ces erreurs se reproduisent finalement. Ok, et dernière vérité, ce sont les horreurs. Donc les horreurs, ça va être les morts vivants, les fantômes, des monstres, etc. Je pense que c'est ça qui va se manifester lorsque l'humain devient trop avide, ou lorsqu'il utilise de la magie noire, qui va être des artefacts de l'ancienne civilisation. Je pense que c'est aussi les horreurs, finalement, qui ont provoqué la chute du vieux continent, suite à des rituels maléfiques qui ont été faits pendant la guerre avec les Skulls, etc. Donc les horreurs, c'est une sorte de mal qui n'attend que à ce qu'on lui ouvre la porte, finalement. Et quelle que soit la faction, la race, si les elfes, etc., par exemple, veulent protéger leur forêt parce que les humains attaquent, est-ce que les elfes vont avoir recours
Finalement, la magie noire et attirer les horreurs, ça peut être n'importe lequel, laquelle des différentes factions qui peut attirer les horreurs si il abuse de pouvoir surnaturel. Donc je vais aller me noter tout ça. Et puis ensuite, on réfléchira au personnage qu'on va faire. Donc dans les Expanded Oracles. Yeah. On a fait un 4, on va chercher dans le tableau 4. Vous voyez que là j'ai des tables aléatoires à foison. C'est comme ça qu'on peut jouer en fait en solo plus facilement. Puis ça sert aussi si on veut jouer avec MJ ou en coop. Donc en coop ce sera comme en solo, on se sert des tables quand on se pose une question. En fait ces tables remplacent un peu le MJ finalement. Quand on est MJ ça peut servir de source d'inspiration. Donc Ironlander Names. Je vais m'appeler... Oula, ça c'est des noms que je vais écorcher. Hein. On va prendre un nom facile. Je vais m'appeler Steinar. Steinar, c'est bien. Donc, je m'appelle Steinar. Ah, on peut se mettre un petit nom de famille, ça on va le faire avec un oracle. Oh, je suis super nul pour retenir les noms. Vous allez voir, ça va être catastrophique. Steinar Rodri. C'est bon à savoir. Ça s'appelle Steinar Rodri. Maintenant, il faut choisir 3 assets. C'est super simple. 3 assets, donc c'est 3 atouts qui vont vraiment définir notre personnage. Moi je veux faire... Qu'est-ce que je veux faire? Un petit chasseur qui va surtout jouer de sa discrétion et qui va avoir un compagnon animal qui l'accompagne, qui vit dans une tribu en bordure des sylves profondes et qui très certainement va être confronté à peut-être des conflits entre les siens finalement, et un autre cercle ou une autre faction, on va essayer de déterminer ça, qui essaye de venir exploiter le bois des sylves profondes, mais qui va aller exploiter de manière assez industrielle finalement, qui va essayer de prendre beaucoup de bois pour construire une flotte et partir à la conquête du reste des terres de fer. Et Steinar Rodri doit absolument empêcher ça parce qu'il sait que si on vient exploiter la forêt, ça risque de réveiller un mal qui est enterré. Et donc on va faire un personnage un peu comme ça, donc pour les bleus et tout. Je sais pas encore trop, mais on va déjà prendre des capacités qui correspondent bien. Donc on va prendre un compagnon. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous, un cheval, un chien, un hibou, un corbeau. Donc comme il n'y avait rien de coché par défaut, ça veut dire que j'ai le choix. Je peux choisir d'avoir Nocturnal, donc ça veut dire que quand j'essaie de me ravitailler la nuit, mon hibou il peut aller chasser, etc. Ce qui va me permettre de gagner de l'élan. L'élan qui est une ressource qui va me permettre de réussir plus facilement des actions, donc c'est assez utile. Donc je vais gagner de l'élan si mon hibou arrive à trouver des proies. Et quand j'entre dans la mêlée, donc que j'entre en combat finalement, alors que je suis pris en embuscade, il peut me donner, en embuscade dans les ombres d'ailleurs, à préciser, il peut me donner un avantage, ce qui va me permettre par exemple d'avoir l'initiative au combat, donc ce qui est assez intéressant. On a sage, on peut avoir un bonus pour faire des rituels. Ma chouette peut également apparaître lorsque je suis au bord de la mort et que je commence à voir les portes de fer qui s'ouvrent pour rejoindre le Valhalla ou bien l'autre monde, je sais pas. Elle peut apparaître et me guider un peu pour essayer pour me ramener d'entre les morts, ce qui a l'air assez cool. Du coup, je vous cache pas que je suis pas sûr de vouloir prendre ce compagnon, même si au départ ça pouvait m'intéresser, parce que je pense pas avoir envie d'utiliser des rituels, etc. Donc je vais me diriger vers peut-être autre chose. Et je pense, j'ai fait quelques recherches, bien sûr ça a été cut, que je vais prendre un chien. Pourquoi un chien? Alors qu'est-ce que ça va me donner? On va l'appeler Norki, voilà. Je suis nul pour trouver des noms cool. Donc Sharp, qui va me permettre de traquer, etc. Donc c'est assez intéressant. Ferocious, il peut m'aider au combat, ce qui va être pas mal parce que comme je pense pas me faire un combattant réellement, avoir un compagnon qui peut m'aider au combat, ça peut être cool. Ou alors je peux avoir le loyal. Il peut m'aider à surmonter le stress. Je pense que mon chien, il m'a surtout aidé à trouver des proies dans la forêt, à m'aider à rentrer chez moi quand j'étais perdu en forêt plus jeune, etc., qu'on a tissé un lien comme ça. Et du coup, c'est Sharp que je vais prendre comme première capacité. Ensuite, pour mes capacités, on va prendre une passe. Donc passe, ça montre un peu plus mon style de vie, une sorte de métier. On a un petit peu plus de choix. Je pense que je vais prendre Sighted. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Mon personnage, il risque de pas être très fort en combat, donc on va peut-être mourir facilement si on doit se battre. Mais Sighted, en gros, c'est que mon personnage sera un médium un peu. Il a un don.
peut-être ça aussi qui le lie un peu à son chien, j'en sais rien. En tout cas, il a des capacités qui le rendent différent des gens de sa tribu. Peut-être même un peu mis à l'écart. Ça fait penser à l'assassin royal. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il a des dons supplémentaires et donc il va pouvoir trouver des informations, etc., liées à des forces mystiques plus facilement. Potentiellement, au fur et à mesure, plus facilement tisser des liens avec d'autres mystiques ou créatures mystiques. Donc ça, c'est parce que je pense que mon histoire, ça peut être stylé si j'arrive à me lier un peu à des créatures de la forêt et à les appeler pour venir m'aider potentiellement. Et when you secure an advantage by studying someone or something in charge situation at +1 and take +1 momentum, blablabla, vous devez vraiment percer, lire dans quelqu'un, quoi. Ce qui peut être assez intéressant, ça peut donner une certaine saveur au personnage. Par contre, il est pas très fort en combat, etc. En tout cas, il est pas formé à ça. Mais ce qui peut être pas mal, c'est que derrière, je mette des caractéristiques, vu que c'est un personnage a grandi dans la nature, etc., qui vont faire qu'il est quand même fort. Dernier asset, eh ben, je me tâte à prendre un rituel, du coup, pour montrer que mon personnage a un peu des pouvoirs. Bon, j'ai cherché un petit peu, finalement, j'ai pas pris un rituel. J'ai choisi herboriste. Je peux créer, ou plutôt j'ai, comment dire, des bonus si j'utilise des remèdes avec des herbes pour soigner les gens ou me soigner, etc. Et donc, mon personnage, je commence à avoir une bonne vision, donc on va quand même continuer d'avancer, et je vais vous dire finalement à quoi je pense comme personnage. Donc, les puristes diront que j'ai triché, mais non, parce que je me suis servi de Lodestar, donc c'est une sorte de résumé des règles qu'on peut trouver sur internet et qui permet de choisir d'autres répartitions de stats. Donc pour un jeu un petit peu plus équilibré, parce que j'ai pas envie de mourir à la première partie, je me suis mis des stats légèrement plus élevées que les options du jeu par défaut. C'est-à-dire que j'ai juste augmenté une stat. Normalement, les stats, là j'en ai 5. Vous voyez, j'ai 2, 1, 2, 2, 3. Normalement, j'ai 1, 3, 2, 2 et 2, 1. Et là, j'ai converti un de mes 1 en 2. Donc j'ai ajouté un point à mes stats pour augmenter légèrement mes capacités de survie. Donc là, si vous voulez, Edge, c'est mon agilité, ma vivacité, ma dextérité finalement, qui va me permettre de fuir, d'escalader ou de faire des acrobaties, de rattraper quelqu'un, etc. Aussi d'attaquer à distance. C'est le charisme, c'est la bravoure, etc. Donc je pense que mon personnage, il est jeune. C'est un jeune adulte, etc., qui a vécu en marge du village, etc. Donc ses capacités sociales ne sont pas très développées, il s'exprime assez mal, il a un peu peur d'autrui, etc. Il est plus à l'aise dans la nature, et du coup il va avoir du mal à tisser des liens, ce qui peut être un problème pendant la partie, mais il faut bien qu'il y ait une faiblesse. Iron, c'est sa force et sa combativité, donc je pense que même s'il n'est pas très entraîné au combat, il peut être un peu bestial, surtout quand il se bat aux côtés de son chien, et donc assez bien se défendre, et c'est aussi sa force, etc. Donc comme il a vécu la dure, il est assez costaud, il grimpe aux arbres, il baroude pas mal. Shadow, c'est sa discrétion, donc il est relativement discret. Il sait trouver des cachettes, se cacher dans l'ombre parce qu'il se promène pas mal dans la forêt et tout. Et Wit, c'est son astuce et c'est là où il est le meilleur. Et donc c'est son expertise, c'est ce qui va l'aider à entreprendre des voyages plus facilement, etc. C'est assez fort dans les règles de base de Iron Sword. Alors là pour le coup on va utiliser Delve, donc c'est pas tout à fait pareil, mais grosso modo ce qu'il faut que vous reteniez juste, c'est que j'ai légèrement buffé mon personnage pour lui donner une espérance de vie légèrement plus élevée, au cas où j'ai beaucoup de malchance, parce que voilà, j'ai pas envie de refaire plein de fois des sessions 0, même s'il peut mourir, et dans ce cas-là on recréera un personnage. On refera pas tout le world building qu'on a fait sur l'univers, je garderai le même et je vais essayer de jouer à plusieurs reprises dedans. Mais voilà quoi. Et donc du coup, qu'est-ce que ça nous donne comme personnage au final? Ça nous donne une sorte d'enfant qui a grandi en marge de son village, donc son village de chasseurs, cueilleurs, un peu, qui vit en respectant les traditions de la nature, etc. Et il a sûrement été mis de côté un peu parce qu'il avait cette sorte de don de vision, il est un petit peu médium. Peut-être que par moment, il disait des vérités que des gens auraient préféré taire, il arrivait un peu à lire dans les pensées, dans les intentions des gens, ce qui mettait tout le monde mal à l'aise. Et du coup, il a été mis un peu de côté, même par ses parents, qui, on va dire que son père est décédé. Peut-être même que son père était parti chasser, et en fait, peut-être que Steinar, en plus, avait vu ce qui allait se passer un petit peu. Il avait une sorte de pressentiment, avait essayé de prévenir son père, alors que son père l'avait déjà rejeté, et il lui a dit « dégage », parce qu'il a un peu honte de lui et tout.
Et ce qui devait arriver là, c'était tragique, mais son père est parti en forêt et il n'est jamais revenu. On l'a retrouvé peut-être avec des blessures au niveau des côtes, etc. Il s'est peut-être fait agresser par un sanglier, quelque chose comme ça. Et sa mère, quant à elle, peut-être, depuis, comme elle avait plus aucune attache dans le village, elle est partie. Peut-être que dans le village, il y a des traditions un peu archaïques, etc. Qu'elle avait un deuil à faire et qu'elle a refusé de faire ce deuil. Elle a préféré partir faire une nouvelle vie et elle est partie, on va dire ça. Du coup, notre petit Steinar grandit un peu seul avec un chien en marge du village, donc Norki, auquel il s'est vachement attaché, etc. Et en fait, de fil en aiguille, avec sa sorte de capacité de vision, il a senti quelque chose qui l'appelait dans la forêt. Il a peut-être rencontré un être étrange, peut-être avec des oreilles pointues. Je sais pas si c'est un elfe ou pas, mais un gars qui vivait en marge de la forêt. Euh, les gens envoyaient leurs enfants le voir quand ils étaient nés trop tôt ou trop tard. Quand il y avait des gens qui étaient malades, etc., on allait voir ce vieux sage un petit peu, et c'est l'herboriste. C'est une sorte d'herboriste dans la forêt, il faudra qu'on lui trouve un nom. Et du coup, bah, Steinar a appris auprès de cet homme avec qui il a un lien, ils s'entendent bien, et il a appris ses capacités d'herboriste, etc., à soigner les plaies, etc., ce qui lui a permis, en arrivant jeune adulte, d'être un peu plus intégré au village, même s'il y a des sortes de tabous autour de sa présence. Comme il a réussi à se rendre utile, on le tolère. Et peut-être que Steinar, finalement, quand on va commencer notre histoire, il a un peu envie d'aller découvrir le reste du monde. Peut-être que l'élément déclencheur qui va faire qu'il va vouloir quitter le village, c'est que l'herboriste va disparaître, son maître, et du coup, plus rien d'affectif ne va vraiment le retenir dans ce village. Donc il va sûrement jurer de retrouver l'herboriste. Ça va être peut-être son vœu déclencheur, et son vœu plus large, je pense, sa quête principale, entre guillemets, on la déterminera plus tard. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, donc on va juste lui mettre un vœu pour déclencher l'aventure. Donc j'ai tiré au hasard 2-3 trucs. Alors pour le nom du village, j'ai improvisé parce que je trouvais qu'il était pas ouf ce que j'ai tiré. Donc en gros, le nom de l'herboriste, qui du coup est une femme qui a enseigné à Steinar tout ce qu'il sait sur l'herborisme, a disparu. Elle s'appelle Irzia. Sa mère Kimura, son père Hirsham, et le village dans lequel on commencera notre aventure et dans lequel a toujours vécu globalement Steinar, même s'il passe la majorité de son temps dans la forêt, c'est Stormstone. Donc pour pas oublier, on va ajouter les petits noms de famille, donc c'est les Rodri. Stormstone, pour le nom du village, c'est peut-être parce que tout simplement il y a une pierre un peu surélevée, un peu à côté du village qui est régulièrement frappée par la foudre. Et peut-être qu'on considère, je sais pas, que c'est une bénédiction, que c'est signe qu'on va avoir de bonnes récoltes ou j'en sais rien. J'imagine bien des animistes qui vénèrent les bêtes de la forêt, qui craignent les autres clans, etc., qui vivent vraiment en autarcie. Donc peut-être que leur camp est même pas en bordure de la forêt, qui sont un petit peu plus courageux que d'autres, et qui sont installés dans la forêt, mais dans des huttes faites de branches un peu cachées et tout. Et qui sont vraiment très primitifs. D'ailleurs, je pense que Steinar commencera juste avec une petite dague en silex, parce qu'il y a peut-être un petit cours d'eau qui passe et il a juste une dague en silex. Il est vêtu de peau de bête et tout. Je pense qu'il faut l'imaginer comme un garçon un peu ébouriffé, un peu sale, avec des yeux un gris vert pénétrant. Quand il fixe les gens, ça les met mal à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a que 1 en capacité sociale heart. Et il se fait des sortes de marques avec de la boue et tout. Le chien mouillé, il dort avec son chien et tout. Son premier vœu, du coup, qui déclenchera l'aventure, et c'est là-dessus qu'on va terminer, ce sera de retrouver Irzia. Donc qu'est-ce que c'est les vœux? On va en profiter vite fait, même si j'en ai pas dans la vidéo précédente. En gros, les vœux, c'est des vœux que vous allez faire qui vont faire avancer la narration parce que vous allez les poursuivre. C'est les objectifs que vous fixez. Quand vous réussissez à entreprendre l'un de vos vœux, vous allez gagner de l'expérience. Ces vœux, ils apparaissent comme une barre de progression, donc toutes les épreuves type combat, voyage, exploration de sites, par exemple de donjons ou d'endroits, et les vœux utilisent des barres comme ça de progression qui, en fonction de la difficulté, en fait, que vous allez choisir vous-même pour le vœu, va se remplir plus ou moins vite. Et plus vous allez faire un vœu difficile, plus vous allez pouvoir gagner
d'XP, et plus un vœu facile, moins vous allez gagner d'XP, mais plus vite vous allez réussir à le réaliser. Donc là, on va dire que c'est un vœu dangereux. Donc voilà, c'est tranquille pour commencer. Et du coup, un vœu dangereux, à chaque fois que je vais faire un truc qui va me faire avancer vers la réalisation de mon objectif qui est de retrouver Irzia, eh bien je vais pouvoir avancer dans mon vœu. Et du coup, comme c'est un vœu dangereux, à chaque fois que je vais avancer dans ce vœu, je pourrai cliquer ici et je vais avancer comme ça. Alors, je vais tout de suite vous expliquer un truc. Donc si c'était troublesome, donc ça veut dire pénible, c'est un vœu à court terme. C'est peut-être par exemple quelqu'un qui me dit est-ce que vous pouvez m'aider à traverser ce petit bois en sécurité, par exemple. Je jure sur le fer, donc je prends un morceau de fer. On va dire que Steiner, le bout de fer qu'il a, c'est peut-être un petit totem en forme de tête de chien en fer. Voilà. Et ben, à chaque fois que je vais avancer dans ce vœu, je cliquerai sur marque, et comme c'est troublesome, donc le plus facile, j'avance de 3. Là, moi j'ai pris dangerous, donc j'avancerai de 2. Si je prenais formidable, j'avancerai de 1. Si je prenais extreme, j'aurais que 2 coches, sachant qu'il faut 4 coches pour remplir une case. Donc il faudrait que j'avance comme ça, progressivement. Et si je prends epic, bah là j'ai une seule coche. Et donc vous voyez bien que c'est super long d'avancer. C'est vraiment si je veux faire une quête épique. En sachant qu'en fait, au moment où la narration, l'histoire me mène à penser que j'ai atteint mon vœu, mais en fait je vais pouvoir le fulfill. Fulfill, ça veut pas dire que j'ai réussi forcément, mais en gros, ça va regarder toutes les coches que j'ai faites. Donc, mettons, j'ai pas mal avancé, j'ai 6 coches, je me dis, la narration me mène à penser que voilà, j'ai retrouvé Irzia. Mettons, j'ai fait pas mal de trucs pour retrouver Irzia, j'ai 6 cases. Là, je vais faire fulfill, et en fonction du nombre de cases que j'ai plus ou moins de chances que mon vœu soit une franche réussite finalement. Donc, on va faire Dangerous Clear. Et donc, je vais vous montrer du coup un dernier truc, qu'est-ce que ça peut donner un vœu quand je le termine. Quand je termine un vœu, j'arrive tout simplement à ce move. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un move, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique un petit peu comment jouer à Iron Sword. Et donc, lorsque vous accomplissez ce que vous estimez être la réalisation de votre vœu, lancez vos dés de défi, donc c'est les 2d10, comparez le résultat à votre score de progrès, donc c'est la petite barre que je vous montrais avant, en sachant que il faut compter que les cases entièrement remplies. L'élan ne peut pas être utilisé sur ce jet. Sur un coup fort, ma quête est menée à bien. Notez votre expérience. Donc si j'avais décidé que c'était un vœu pénible, bah, je gagnais un point d'expérience. Si c'était dangereux, 2 points d'expérience, etc., etc. Si le nombre de cases que j'ai coché est supérieur au résultat individuel des 2 dés, bah, je vais gagner tout l'XP. Sur un coup faible, il me reste du chemin à faire où je réalise la véritable nature de ma quête. Je visualise ce que je découvre. Si j'ai pas d'idée, j'utilise un oracle. Puis je note quand même de l'expérience, mais moins que si j'avais fait un fort. Et sur un échec, bah, ma quête est en déroute. Donc soit je renouvelle mon vœu, j'efface toutes mes cases, mon vœu monte d'un niveau, et je dois continuer. Donc ça veut dire que peut-être, j'en sais rien, mettons, je pense que j'ai retrouvé l'herboriste. À ce moment-là, du coup, je fais cette action. Et ben peut-être que je vais fulfill mon vœu, je vais avoir un échec, et en fait je vais dire, bah en fait, je me rends compte que c'est pas elle. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour elle. Du coup, j'ai pas réussi mon vœu. C'était, je sais pas, un sorcier qui avait pris son apparence pour m'attirer dans la forêt. Et du coup, je dois refaire mon vœu, quoi. Ou alors, j'abandonne mon vœu. Par exemple, je considère que je la retrouve et qu'en fait, je ne pourrais pas assurer sa sécurité, qu'elle est blessée, etc. Et du coup, elle meurt dans mes bras et je dois renoncer à mon vœu et je ne gagne rien. Et dans ce cas-là, je vais carrément aller sur le move abandonner votre vœu. Mais bon, on va s'arrêter là pour les détails. Donc voilà, ce sera notre vœu de départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me doute que c'est pas un format qui va intéresser tout le monde, mais voilà, on va essayer de compter des histoires intéressantes et puis de vous montrer comment on peut jouer à Iron Sword. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En réalité, je pense que même si ça n'intéresse pas beaucoup de monde, je vais essayer de le faire quand même parce que ça me fait plaisir. On se retrouvera dans un futur épisode pour commencer cette aventure. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.